Le jour où j'ai reçu les papiers du divorce, mon mari a gelé tous mes avoirs. Il devait vouloir me voir à la rue, mais il n'avait aucune idée que depuis 8 ans, je préparais méticuleusement son départ les mains vides. Pensez-vous que c'est l'une de ces histoires prévisibles où, après le divorce, je me retrouve sur le trottoir à pleurer, à supplier et à goûter à une humiliation sans fin? Vous vous trompez. C'est l'histoire d'un piège que j'ai patiemment tissé, fil après fil, pendant 8 ans. Aujourd'hui est le jour où j'utilise mes propres mains pour resserrer ce piège et clouer le cercueil de l'homme qui se prenait pour un roi. Le jour où nous avons signé les papiers, il était si pressé qu'au moment où nous sommes sortis du bureau du notaire, il était au téléphone avec le gestionnaire de fortune de sa banque, lui ordonnant de geler tous les comptes liés à moi. Il voulait me voir à genoux. Il voulait m'entendre supplier. Il voulait frissonner de plaisir à la vue de moi sans un seul sou en poche. Il a souri. C'était le sourire d'un homme habitué à traiter sa femme comme une ombre. Il riait de ma bêtise, du fait que je n'avais rien d'autre que lui. Mais il ne savait pas. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans cette maison, je m'étais exercé à vivre comme quelqu'un qui partirait un jour. J'ai appris à sourire quand on m'ignorait, à rester silencieuse quand on m'humiliait, à hocher la tête quand on me contrôlait, et surtout, j'ai appris à me cacher sous le masque d'une parfaite fée du logis devenant juste assez forte pour frapper son cœur, puis, le moment venu, pour contre-attaquer sans une seule erreur de calcul. Mon nom est Evelyn Reed. Aujourd'hui est le jour où Julian Croft et moi finalisons notre divorce au bureau du greffier du comté. Avant de quitter le Penthouse avec vue sur Central Park, je me suis arrêté un instant pour regarder autour de moi une dernière fois. Pendant 7 ans là-bas, j'ai marché sur les sols de marbre froid comme sur de la glace fine. L'appartement était d'une beauté à couper le souffle, mais tout brillait sans chaleur. Il n'y avait aucun regret. Au contraire, ce que je ressentais était une libération, une légèreté, comme si un collier qui me serrait la gorge depuis longtemps venait enfin d'être détaché. Julian Croft était déjà assis à l'arrière d'une luxueuse berline noire. La vitre n'était qu'à moitié baissée, comme pour maintenir une distance. Il portait un costume gris sur mesure, une montre haut de gamme brillant à son poignet. Son apparence séduisante, dont j'étais autrefois si fier, ne ressemblait plus qu'à une coquille vide. « Qu'est-ce que tu fais à rester là » a-t-il lancé avec impatience. « Monte. J'ai une réunion avant 10 heures. » Sans un mot, j'ai ouvert la portière de la voiture et je me suis glissé à l'intérieur. L'air à l'intérieur était si froid qu'on pouvait imaginer les vitres se couvrir de givre à la moindre respiration. Le chauffeur, Monsieur Henderson, m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Je ne connaissais que trop bien ce regard de pitié. Les gens me plaignaient parce qu'ils pensaient que j'étais la perdante, 32 ans, femme au foyer pendant 7 ans, pas de carrière, pas d'argent, pas de relation. Le genre de femme qui, si son mari la mettait dehors, se retrouverait à la rue. C'est l'histoire que la société raconte aux femmes pour leur faire peur et les soumettre. La voiture s'est arrêtée devant le palais de justice. Julian marchait précipitamment, comme un homme qui craignait de perdre le contrôle s'il avait une minute de retard. Je le suivais, mais pas étrangement calme et régulier. Tout le processus a été rapide et les documents ont été tamponnés. 2 exemplaires fins, tamponnés de rouge, et pourtant aussi lourds qu'une vie d'humiliation. Avant même que je puisse avoir ma copie en main, les lèvres de Julian se sont étirées en ce qui fut son premier et unique sourire de la journée. « Evelyn, dit-il lentement, comme s'il accordait une grande faveur. Pour le bon vieux temps, je ne te laisserai pas complètement démunie. » Il a glissé sa copie dans sa mallette puis a regardé mon visage droit dans les yeux, déterminé à savourer ma réaction. « Ta carte AX supplémentaire a été annulée hier. Toutes les applications de paiement sur ton téléphone ont également été déconnectées. »« Oh, c'est vrai, tu n'as pas de salaire, » ricana-t-il. « Cette carte de débit sur laquelle je te versais une allocation ? Je l'ai gelée aussi. » J'ai levé la tête, écarquillé les yeux juste assez, et pris l'expression de quelqu'un sur le point de s'effondrer, la voix nouée. « Julian, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il était satisfait. Il s'est penché, baissant la voix, mais chaque mot était d'une clarté cristalline. « À partir de cet instant, tu n'as plus un centime à ton nom. J'ai fait changer les serrures du Penthouse et j'ai demandé à la gouvernante d'emballer toutes tes affaires. Elles sont chez le portier. » Oh, et la maison de tes parents dans le Jersey ? J'ai entendu dire que l'entreprise de ton frère a fait faillite il y a 6 mois, et ils ont co-signé le prêt. La banque n'arrête pas de les appeler, n'est-ce pas ? Il m'examinait comme s'il regardait une pièce de théâtre.
Comment vas-tu vivre maintenant? Dors sous un pont, va pleurer chez tes parents et réclame des miettes en te remémorant le bon vieux temps. Agenouille-toi et supplie. Qui sait? Peut-être que je me sentirai généreux et que je te donnerai quelques dollars pour un mois de loyer dans un studio délabré. Sa voix était remplie d'un plaisir cruel. Un greffier à proximité a levé les yeux, son regard était un mélange étrange de curiosité, de dégoût et de pitié. J'ai senti mes mains tenant le document tamponné de rouge se mettre à trembler. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, laissant des croissants blancs. Julien pensait que c'était de la peur, mais il se trompait. Je me mordais la lèvre pour m'empêcher d'éclater de rire. 8 ans, Julien. Tu n'as pas changé du tout. Toujours à trouver de l'amusement à écraser quelqu'un sous ton talon pour ensuite lui demander si ça fait mal. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai baissé les yeux, laissant les larmes monter au moment parfait. J'ai joué avec les émotions que j'avais véritablement ressenties ces dernières années. C'était facile. Devais-tu vraiment faire ça? Ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion. Il a ricané. Faire ça? Je t'enseigne une leçon sur la réalité, Evelyne. La réalité que sans moi, tu n'es rien. Il a agité la main comme pour chasser une mouche. Disparaît. Hors de ma vue. Elle m'a tourné le dos. Cette retraite ferme et rapide était celle de quelqu'un qui venait de jeter un sac de poubelle et se sentait libéré. Je suis resté immobile et j'ai regardé la voiture s'éloigner. Alors que ses feux arrière disparaissaient au coin de la rue, l'expression de victime qui avait assombri mon visage s'est évanouie comme si j'avais retiré un masque. J'ai levé une main et essuyé une seule larme au coin de mon œil. C'était une larme que j'avais forcée, pas une larme de douleur. J'ai ouvert le sac à main que je portais depuis 5 ans et, d'une poche cachée dans la doublure, j'ai sorti un vieux téléphone. C'était un vieux téléphone à clapet rayé, le genre que personne ne regarderait à 2 fois. J'ai appuyé sur une touche de numérotation rapide et, avant que la première sonnerie ne se termine, l'autre côté a décroché. C'était une voix de femme jeune et concise. Evelyne, comment ça s'est passé? Exactement comme prévu, ai-je répondu calmement. Il a tout bloqué de son côté. J'ai regardé le document rouge dans ma main, puis j'ai jeté un coup d'œil dans la direction où Julien avait disparu et j'ai souri. Parfait. J'ai marqué une pause. Puis, comme si je baptisais une tempête, j'ai dit, commençons. Activez le projet Typhon. Prévenez toutes les personnes impliquées. Tout doit bouger en parfaite synchronisation. J'ai raccroché et j'ai remis le vieux téléphone au fond de mon sac. Derrière moi, les gens croyaient encore que j'étais une femme pitoyable mise à la porte de chez elle. Mais je venais d'appuyer sur le bouton de démarrage d'une déchiqueteuse, et Julian Croft se trouvait juste au milieu. En quittant le palais de justice, je n'ai pas hélé de taxi. J'ai marché exprès. Le ciel matinal de New York frappait déjà de sa lumière chaude. J'ai baissé le bord de mon chapeau. J'ai laissé les gens voir une femme fraîchement divorcée et sans le sou, perdue dans la vaste ville, sentant la sueur couler dans son dos. Les regards de passage étaient un mélange de pitié, de curiosité et d'indifférence. J'avais besoin de tout cela. Je devais faire croire à toute cette ville que j'avais touché le fond. J'ai marché jusqu'à un arrêt de bus au coin de la rue et je me suis assise sur le banc en métal. Quand j'ai ouvert ma paume, il n'y avait que quelques billets froissés et quelques pièces 20 $, peut-être 10 $, et la monnaie. Des accessoires parfaits pour cette pièce de théâtre sur la pauvreté. J'ai délibérément compté l'argent à nouveau, en m'assurant que la personne à côté de moi puisse voir. Une femme vendant des tickets de loterie m'a regardé et a soupiré. Rupture difficile, hein, ma puce, a-t-elle demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, laissant mes yeux devenir convenablement rouges. Ça passera. Il faut juste tenir bon. J'ai souri et dit, merci. J'entendais des mots de réconfort comme cela depuis 7 ans. Chaque fois que Julien m'humiliait devant ses parents, je les entendais. J'y étais si habitué que je savais exactement à quel point baisser la tête pour éviter d'autres questions. Un bus est arrivé. J'ai payé en liquide, je suis allé tout au fond et je me suis assise. L'odeur des gens, des gaz d'échappement et de la ville elle-même se mélangeait. Dans mon esprit, les étapes de mon plan s'allumaient comme des feux de signalisation. L'horloge avait commencé à tourner au moment où Julien avait gelé mes comptes. Dans 3 heures, l'équipe financière de son entreprise recevrait son rapport de liquidité. Dans 6 heures,
un client important du nord de l'État appellerait pour une interruption des flux de trésorerie. Dans 24 heures, les rumeurs commenceraient à se propager parmi ces investisseurs. Je n'avais pas besoin de me presser, j'avais juste besoin de ne pas être en retard. Le bus s'est arrêté au terminus. Je suis descendu, tirant une vieille valise que j'avais préparée il y a une semaine. À l'intérieur se trouvaient juste quelques vêtements simples, une paire de ballerines et 2 minces carnets. J'ai tourné dans une petite ruelle. Enseigne vacillante, restaurant miteux, atelier de réparation automobile et chambre de location bondée, c'était ce que les gens appelaient les bas-fonds de la ville. Exigu et bruyant, mais cela garantissait l'anonymat, et l'anonymat était ce dont j'avais besoin. Ma chambre était au 2e étage. Les escaliers étaient étroits, la rampe rouillée. Le concierge du bâtiment a ouvert la porte et m'a dévisagé de haut en bas. Juste vous? Le dépôt est d'1 mois de loyer. Petite chambre, salle de bain partagée. J'ai hoché la tête et lui étendu l'argent. Le concierge a regardé les quelques billets, a soupiré et a dit « D'accord, prévenez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit ». Quand la porte s'est fermée, la chambre vide ne contenait qu'un cadre de lit en métal, un vieux ventilateur et une seule ampoule jaunie. J'ai posé ma valise et je me suis assise sur le bord du lit. Le bruit des voitures parvenait de la ruelle extérieure. Je suis resté immobile pendant 5, puis 10 minutes, au cas où quelqu'un m'observerait, pour leur donner assez de temps pour signaler que j'avais emménagé dans une chambre miteuse. J'ai pris un autre téléphone au fond de ma valise. Celui-ci était mince, la batterie pleine, le signal fort. J'ai appelé Maya, l'une des 2 seules personnes qui connaissait toute la structure du plan. Rapport. Comme tu l'avais prédit, il a tout bloqué. Mais ne t'inquiète pas, les 3 comptes de secours au nom de la société Écran fonctionnent normalement. Les fonds sont en sécurité. Bien. Et pour le client du nord de l'État? Ils viennent d'envoyer un email pour s'enquérir du paiement de cette semaine. Ne réponds pas, laisse-les s'inquiéter. J'ai raccroché. Se précipiter, c'est mourir. Ce soir-là, j'ai acheté un repas à 5 $ à un chariot de rue à l'entrée de la ruelle. J'ai payé avec de la monnaie. Le propriétaire m'a regardé avec pitié et a ajouté un peu de sauce supplémentaire. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai mangé lentement. J'ai ouvert la fenêtre, laissant entrer la lumière du lampadaire. J'avais besoin de ces petits détails pour cultiver l'histoire de ma pauvreté. Le repas bon marché, la lumière jaune, une photo du papier peint qui pèle, tout serait utilisé au bon moment et au bon endroit. À 21 h, le vieux téléphone à clapet a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, j'ai entendu une rumeur. Tu es à la rue. Je savais qui c'était, Suzanne, la femme de l'un des plus proches associés de Julien, une femme qui adorait colporter des potins. J'ai répondu brièvement, ouais, je viens de trouver une chambre dans une pension. Les 3 points d'une réponse en cours de rédaction sont apparus pendant longtemps. Julien peut être si cruel. Je n'ai pas répondu. Le silence serait interprété de la manière la plus favorable pour moi. À 23 h, j'ai éteint la lumière et je me suis allongé sur le lit en métal. Le ventilateur grinçait. J'ai fermé les yeux. Dans mon esprit, j'ai ouvert le grand livre invisible d'il y a 8 ans. Le jour de notre mariage, Julien m'avait donné une carte supplémentaire comme s'il m'accordait une grande faveur. Achète tout ce dont tu as besoin pour la maison. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande. J'avais répondu par un petit merci. À partir de ce jour, chaque fois que j'allais faire les courses, je détournais quelques dollars, quelques dizaines de dollars chaque mois, quelques centaines chaque année. J'ai tout enregistré. La nuit, j'étudiais comment lire les états financiers. Quand il dormait, j'ouvrais un compte au nom de mon ami Maya et j'apprenais à faire des investissements lents mais réguliers. Je ne cherchais pas le gros lot, j'avais besoin de survivre. Un petit bruit venant du couloir m'a ramené au présent. Quelqu'un est passé. J'ai ouvert les yeux et j'ai fixé le plafond. Je n'avais pas peur. La plus grande peur de ma vie avait été laissée derrière moi dans ce Penthouse au bord de la rivière, en même temps que le rire de Julian Croft. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. J'ai mis une vieille chemise et un pantalon noir, attachant mes cheveux bas. Je suis allé dans un café à l'entrée de la ruelle et j'ai commandé l'americano glacé le moins cher. Je me suis assise à une place dans un coin, j'ai sorti un mince carnet et j'ai écrit quelque chose. Pour un observateur extérieur, cela ressemblerait à une femme au chômage griffonnant sans but.
Personne ne saurait que je dessinais le tableau des flux de trésorerie d'une entreprise au bord de l'effondrement. Mon téléphone a sonné. C'était Maya. Deuxième appel du client du nord de l'État. Leur ton devient plus tranchant. Bien. La banque enverra l'avis d'impayé comme prévu. Compris. J'ai pris une gorgée de café amer. Julien détestait les choses amères, il aimait les choses sucrées et faciles à avaler. C'était sa faiblesse. Dring, dring. Un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Evelyne Reed. Avez-vous un moment? Nous avons un poste administratif vacant dans notre entreprise. Le salaire n'est pas extraordinaire, mais c'est stable. Je suis restée silencieuse pendant 2 secondes. Puis, d'une voix mêlée de gratitude et d'inquiétude, j'ai répondu « Merci ». Pourrais-je avoir un peu de temps pour y réfléchir? Bien sûr. Prenez votre temps. J'ai raccroché. Je savais que c'était le premier hameçon à un petit morceau d'appât parfumé lancé pour voir si j'étais vraiment affamé. Je mordrais, mais pas maintenant. Dans l'après-midi, je suis retourné dans ma chambre, je me suis changé et j'ai marché jusqu'au terminal de bus. Je suis resté là longtemps à regarder les gens aller et venir. Mon histoire de n'avoir nulle part où aller avait besoin de plus de témoins. J'ai versé quelques larmes au moment opportun. Le soir, un SMS est arrivé de Julien. Une seule ligne, as-tu repris tes esprits? J'ai regardé l'écran et j'ai souri légèrement. J'ai répondu, j'ai besoin de plus de temps. 3 minutes plus tard, il a répondu, ne teste pas ma patience. J'ai posé le téléphone. Sa patience était la chose la plus fragile au monde. Je le savais. Cette nuit-là, j'ai allumé le smartphone mince et j'ai envoyé un court email. Pas d'objet, juste un seul fichier joint, un rapport d'analyse de risque sur un projet immobilier près d'un parc industriel. Un rapport d'analyse que je préparais depuis très longtemps. Le destinataire était une adresse que j'avais mémorisée depuis 2 ans mais que je n'avais jamais utilisée. Après l'avoir envoyé, j'ai éteint le téléphone. La première rafale de vent avait soufflé, et demain matin, la couleur du ciel de Julian Croft commencerait à changer. Le 3e jour après le divorce, je me suis réveillé avant l'aube. La petite chambre de la pension était remplie d'une odeur de moisi mêlée à l'humidité persistante de la pluie nocturne. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai pris une grande inspiration. L'air matinal d'une ruelle pauvre avait quelque chose de brut et de très réel. Cela me rappelait à quel point une personne pouvait tomber bas si elle ne gardait pas ses esprits. Je me suis lavé le visage à l'eau froide et je me suis regardé dans le petit miroir au mur. Le miroir était trouble, mais les yeux à l'intérieur étaient clairs, calmes. Il n'y avait pas de joie, pas de ressentiment, seulement la concentration d'une personne marchant sur une corde raide. Je devais maintenir ce rythme. Chaque étape devait désormais être précise. J'ai mis une vieille chemise, j'ai passé un sac en toile sur mon épaule et je suis sorti à l'entrée de la ruelle. Une sandwicherie venait d'ouvrir, j'en ai donc acheté un, le moins cher, et j'ai payé en liquide. Le propriétaire m'a donné un sachet de sauce piquante supplémentaire et a dit, ça vous fera vous sentir un peu moins misérable, mademoiselle. J'ai hoché la tête. Ce dont j'avais besoin n'était pas du réconfort, mais de mots comme ceux-là qui aideraient mon histoire à se propager naturellement. Dans des ruelles comme celle-ci, les rumeurs voyageaient plus vite que les journaux. Je suis allé au même café qu'hier et je me suis assise à la même place. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit quelques lignes au hasard, puis je les ai effacées. En vérité, j'attendais un seul appel téléphonique, et il est arrivé exactement au bon moment. C'était Maya. La banque a envoyé l'avis d'impayé, Evelyne. Bien. Envoie-lui une copie, mais envoie-la tard juste avant la fin des heures de bureau. Le client du nord de l'État vient de renvoyer un SMS. Ils disent que si c'est retardé de 2 jours de plus, ils devront reconsidérer le contrat. Parfait. Ne réponds pas. J'ai raccroché et j'ai pris une gorgée de café. J'imaginais Julien assis dans une salle de conférence aux parois de verre, tapotant ses doigts sur la table, sa voix plus forte que d'habitude. Il détestait par-dessus tout les situations incontrôlables, et j'érodais ce contrôle précis petit à petit. Vers 10 heures du matin, le même numéro qu'hier a rappelé. Mal lu à propos de ce poste administratif. Si vous êtes intéressé, vous pourriez passer cet après-midi pour en discuter. J'ai marqué une pause de 2 secondes, puis j'ai répondu « Oui, cela me conviendrait. Merci. »
Je savais qu'il ne s'agissait pas d'une offre d'emploi, mais d'un miroir. Il voulait voir si j'avais encore ma fierté. Je leur montrerai que j'étais désespéré, mais pas avili. L'après-midi, je me suis rendu dans un immeuble de bureaux dans un quartier commercial du centre-ville. Le hall était petit, l'ascenseur ancien. L'interrupteur était un homme d'âge mûr à la voix monotone. Il a regardé mon CV vide et a hoché la tête. Cela fait un bon moment que vous n'avez pas travaillé. Oui, je m'occupais de ma famille à la maison. Et vous êtes divorcé maintenant. J'ai baissé la tête. Oui. Il m'a regardé de plus près, comme s'il me pesait sur une balance. Le salaire n'est pas extraordinaire, et le travail est répétitif. Est-ce que cela vous conviendra? J'ai hoché la tête juste assez vite pour montrer de l'empressement, mais assez lentement pour ne pas paraître trop désespéré. J'ai besoin de stabilité. Il a souri le sourire d'un homme qui pense tenir le poids sur la balance. Très bien, nous resterons en contact. En quittant l'immeuble, je me suis arrêté quelques minutes. Je savais que quelqu'un rapporterait à Julien que je cherchais un emploi mal rémunéré et que j'étais prêt à tout accepter. Je devais lui faire croire cela. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un petit magasin d'électronique et j'ai acheté une carte SIM prépayée. Quand le propriétaire a demandé pourquoi faire, j'ai simplement payé. Il n'a pas posé d'autres questions et m'a tendu la SIM. J'avais besoin d'un autre moyen de contact anonyme. De retour dans la chambre de la pension, j'ai verrouillé la porte, je me suis assise sur le lit et j'ai allumé le smartphone fin. Il y avait une réponse de l'adresse à laquelle j'avais envoyé un courriel hier soir. Pas d'objet, juste une seule ligne, retrouvez-moi au parc au bord de la rivière demain matin. J'ai fixé la phrase. Mon rythme cardiaque n'a pas changé. Il avait mordu à l'hameçon, mais les gros poissons résistent toujours. Je devais être prête. Ce soir-là, Julien a appelé. J'ai répondu après la 3e sonnerie. Qu'est-ce que tu as bien pu fabriquer? Sa voix commençait à devenir rugueuse. J'ai marqué un temps d'arrêt. Que veux-tu dire? Un avis d'impayé est arrivé de la banque. Le client n'arrête pas d'appeler. Qu'est-ce que tu racontes aux gens? J'ai souri discrètement et j'ai fait trembler ma voix. Je n'ai rien dit. Je ne sais rien de tes affaires, Julien. Il a ricané. Ne joue pas l'idiote. Je sais que tu n'es pas aussi simple que tu en as l'air. J'ai dégluti. Tu me surestimes. Silence. Je pouvais entendre sa respiration au téléphone. Evelyne, a-t-il dit lentement, je vais te donner une autre chance de parler. Je peux même t'offrir un certain soutien. Soutien. Le mot qu'il avait utilisé avec moi pendant 7 ans. J'ai fermé les yeux. Je me voyais dans la cuisine, organisant les grands livres la nuit. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne suis pas un homme patient. Je sais. J'ai raccroché la première. C'était un détail, mais c'était suffisant pour le mettre mal à l'aise. Cette nuit-là, j'ai de nouveau fait ma valise. J'ai choisi les vêtements les plus simples, propres, mais discrets. Je devais ressembler à une femme qui venait de s'échapper d'un mariage. Pas d'accessoires, pas de glamour. J'ai mis le vieux téléphone à clapet dans une poche extérieure et le smartphone fin dans une poche intérieure. Le lendemain matin, je suis arrivé au parc riverain 15 minutes en avance. Le ciel était dégagé, le vent léger. Un homme était assis sur un banc, le dos tourné vers moi. Bonne posture, chemise blanche, pantalon sombre. À mon approche, il s'est retourné. Ses yeux étaient vifs, mais sans suspicion. Evelyne Reed. Oui. Et vous êtes Daniel Sterling. Je me suis assise sur le banc opposé. Pas de poignée de main, pas de politesse. Votre rapport d'analyse était très intéressant, a-t-il dit. Où avez-vous obtenu les données? De mon expérience de vie. Il a haussé un sourcil. Savez-vous à qui vous vous attaquez? Je le sais. Et que voulez-vous? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Que la vérité éclate, et j'ai besoin d'une plateforme légitime. Il a souri légèrement. Et vous pensez que je vais vous faire confiance? Vous n'avez pas à me faire confiance pour le moment. Vous avez juste à vérifier.
J'ai sorti un dossier mince de mon sac en toile et je l'ai posé sur le banc. Voici les écarts du dernier rapport financier trimestriel. Voici l'évaluation des risques juridiques pour la propriété. Et ceci, j'ai marqué une pause, et le flux de trésorerie qu'il pensait que personne ne verrait jamais. Daniel Sterling a feuilleté les pages sans un mot. Le vent agitait les bords du papier. Le temps passait très lentement. Enfin, il a levé les yeux. Vous êtes plus calme que ce à quoi je m'attendais. J'ai attendu longtemps. Il a hoché la tête. Très bien. Je vais demander à mes collaborateurs de vérifier cela. Mais vous devez savoir qu'une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'ai souri. Il n'y a plus de chemin de retour pour moi depuis le jour où il a gelé mes comptes. Nous nous sommes levés. Il m'a tendu sa carte de visite. Attendez mon appel. J'ai pris la carte sans la regarder. Je savais que le jeu s'était déplacé sur un nouvel échiquier. Sur le chemin du retour, le vieux téléphone à clapet a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, on m'a dit que tu avais rencontré un étranger. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le ciel. Des nuages s'accumulaient. Le vent avait tourné. Et bien que Julian Croft ne le sache pas encore, il se trouvait dans l'œil d'un ouragan. Au moment où j'ai quitté le parc, la lumière du soleil s'était intensifiée. La lumière se reflétant sur la rivière scintillait comme une lame fine. La carte de visite de Daniel Sterling me semblait ferme et solide dans ma poche, un gage confirmant que le jeu s'était étendu. Je ne me suis pas précipité pour appeler Maya. Dans certains moments, le silence est le meilleur moyen de maintenir l'équilibre. J'ai marché le long du sentier de la rivière, me fondant parmi les gens sortis pour leur exercice matinal, une vieille femme promenant son chien, des enfants à vélo, des hommes d'âge mûr faisant leur jogging lentement. Personne ne me regardait. J'aimais ce sentiment à être invisible dans une foule, capable de réfléchir sans être observé. De retour dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et tiré les rideaux. J'ai placé les 2 téléphones sur le bureau et organisé mes papiers. Chaque dossier avait son but. Je ne laissais aucune place à l'émotion. Les émotions étaient un luxe rare permis seulement tard le soir, quand j'étais seul. Pendant la journée, j'étais un opérateur. À 11 heures précises, Maya a appelé. Le camp de Monsieur Sterling a commencé sa vérification. Ils ont demandé 2 séries de documents supplémentaires. Envoyez-leur ce que nous avons préparé. Rien de plus, rien de moins. Encore une chose, Maya a baissé la voix, Julian vient de terminer une réunion interne. J'ai entendu dire qu'il s'est mis en colère et a frappé du poing sur la table. J'ai souri. Une réaction prévisible. Il utilise toujours le bruit d'un coup sur le bureau pour cacher sa peur. J'ai raccroché et allumé mon vieil ordinateur portable. L'écran était un peu flou, mais suffisant pour écrire. Je me suis connecté à un compte de messagerie anonyme et j'ai vérifié les réponses. Rien de nouveau. Je savais que des gens comme Daniel Sterling ne se précipiteraient pas pour répondre, ils avaient besoin de temps pour confirmer que je n'étais pas juste un électron libre imprudent. Pour le déjeuner, je suis descendu au petit restaurant de la ruelle. Le propriétaire a demandé, « Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ?» La même chose qu'hier. Le propriétaire a hoché la tête et servi le plat. Un homme à la table d'à côté parlait fort au téléphone de prêt et de date d'échéance. J'ai entendu par hasard mais sans essayer d'écouter. Dans un moment pareil, de tels propos ne faisaient que me rappeler la respiration saccadée de Julian. Après avoir mangé, je suis retourné dans ma chambre et je me suis allongé un moment. Je devais économiser mon énergie, les vagues allaient arriver dans l'après-midi. Vers 15 heures, le vieux téléphone à clapet a vibré. Un SMS de Julian, « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai lu et je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, il a appelé. J'ai répondu. Je suis sorti, ai-je dit d'une voix fatiguée. Où ? Je cherche du travail. Du travail ? Il a ricané. Où ça ? N'importe où qui paie un salaire ? Il est resté silencieux quelques secondes. Je pouvais entendre sa respiration distinctement. Tu penses pouvoir vivre avec ce genre de petite monnaie ? Je n'ai pas le choix. J'ai fait paraître ma voix presque larmoyante. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles pour moi. Il a soupiré, sa voix s'adoucissant. Reviens et parlons.
Je peux te donner un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez pour vivre. Combien? Ai-je demandé, non pas parce que j'en avais besoin, mais pour le tester. 30 000 $. J'ai fermé les yeux. 30 000 $, une somme qu'il dépensait autrefois en acompte pour un simple dîner d'affaires décontracté. Je vais y réfléchir. Je n'attendrai pas longtemps. Je sais. J'ai raccroché. Ma main ne tremblait pas. Je savais qu'il perdait patience, et quand les gens perdent patience, ils commettent des erreurs. Immédiatement, un SMS est arrivé de Maya, il vient de donner l'ordre à son équipe juridique de réexaminer les biens matrimoniaux. Ils ne trouveront rien à réclamer. Ils commencent à me suspecter. Qu'ils suspectent. Je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre. Le ciel commençait à se couvrir. Les nuages étaient épais et bas. J'aimais les après-midi comme celui-ci, ils pèsent sur l'esprit des gens et les rendent plus susceptibles de commettre un impair. Le soir, un courriel est arrivé de Daniel Sterling. Une seule ligne, mon bureau demain, 8h30. J'ai répondu brièvement, compris. Je savais que c'était la deuxième étape de la vérification. Si je passais, j'entrerais officiellement dans un autre espace où la loi, l'argent et le pouvoir conversaient dans une langue froide. Cette nuit-là, je me suis préparé méticuleusement. Je n'ai pas pris trop de documents, seulement les plus essentiels. Je devais prouver que je savais où m'arrêter. Le lendemain matin, je portais une simple chemise blanche, un pantalon noir et des chaussures plates. Je suis arrivé au bureau de Sterling à l'heure. Le bâtiment était haut, le hall spacieux, l'éclairage blanc. Je suis passé à la réception et j'ai donné mon nom. Une assistante m'a conduite vers une petite salle de conférence. Daniel Sterling est arrivé 5 minutes après moi. Il a posé un dossier sur la table. Nous avons fait une enquête préliminaire. Le problème n'est pas mince. Il m'a regardé. Il n'y avait plus aucune suspicion dans son regard. Que attendez-vous de nous? Je veux que la vérité soit mise sur la table selon la procédure. Vous savez que cela va provoquer une contre-attaque de sa part. Je suis préparé. Sterling a hoché la tête. Très bien. Nous allons poursuivre l'enquête approfondie. Pendant cette période, vous ne devez avoir aucun contact direct avec la cible. Compris. Encore une chose, a-t-il ajouté, vous avez besoin d'une meilleure couverture, d'une position légitime. Je comprends. Pouvez-vous arranger cela? C'est possible, mais vous devrez prouver vos capacités. J'ai souri. C'est ce que je fais depuis 8 ans. Il s'est levé et m'a tendu la main. Cette fois, nous nous sommes serrés la main, une poignée de main brève et ferme. En quittant l'immeuble, un SMS est arrivé de Julien, je viens là où tu es ce soir. J'ai fixé le message. Sa perte de contrôle était palpable dans chaque lettre. J'ai répondu, ce serait inconfortable. Tu m'évites. Je suis juste fatigué. L'indicateur de saisie est apparu pendant un long moment. Je te trouverai. J'ai éteint l'écran. Je savais qu'il me trouverait, et je savais que chaque pas qu'il faisait maintenant laissait une trace. Je suis retourné à ma chambre et j'ai préparé un petit sac non pas pour fuir, mais pour être prête. J'ai regardé autour de moi dans la petite pièce. Soudain, elle ne semblait plus être un abri temporaire. C'était une station de transit, un endroit où j'étais resté ferme quand tout le reste s'était effondré. Dehors, il a commencé à pleuvoir. Des gouttes lourdes tombaient sans relâche. Je me suis assise sur le lit, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une seule ligne, étape 2, l'ennemi se révèle. Je l'ai souligné. Cette pluie n'allait pas seulement mouiller les rues. Cette nuit-là, la pluie est tombée pendant longtemps. J'étais assise, le dos contre le mur, écoutant le bruit des gouttes sur le toit en tôle. C'était comme un rythme régulier pour les pensées dans ma tête. Julien avait dit qu'il me trouverait. Je le croyais. L'homme n'avait pas l'habitude d'être rejeté, surtout pas par moi. Vers 23h, le vieux téléphone à clapet a sonné. Je savais qui c'était sans regarder l'écran. J'ai attendu la 6e sonnerie avant de répondre. Où es-tu? Sa voix était basse mais tendue, comme une corde de guitare trop tirée. Je me repose. J'ai dit, où es-tu? À l'adresse de ma chambre. Je suis resté silencieuse assez longtemps pour qu'il pense que j'avais peur.
Evelyne, a-t-il grogné, ne joue pas avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Nous devons parler. Nous sommes divorcés. Être divorcé ne te donne pas le droit de te mêler de mes affaires. J'ai laissé échapper un léger rire, à peine audible au téléphone. Je n'ai pas ce genre de pouvoir. Il était silencieux. Je pouvais entendre sa respiration mêlée au bruit de la pluie. Je suis tout prêt, a-t-il dit. Ouvre la porte. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé vers la ruelle. Une voiture noire était garée à l'entrée, feux éteints. Je savais qu'il n'entrerait pas. Ce quartier était différent des endroits dont il avait l'habitude. Ce n'est pas le bon moment. Je ne te demande pas ton avis. Repars, ai-je dit lentement et clairement. Entrer ici ne fera qu'empirer les choses. Est-ce que tu me menaces maintenant? Non, je te conseille. J'ai raccroché. Ma main me semblait un peu chaude, mais elle ne tremblait pas. Je savais qu'à partir de cet instant, il commencerait à faire des sottises. Le lendemain matin, Maya a appelé très tôt. Il a des gens qui te cherchent partout. Quelqu'un a vu sa voiture à l'entrée de la ruelle hier soir. Bien. Que les gens le voient perdre la tête. J'ai pris un sandwich froid pour le petit déjeuner. J'ai mâché lentement, regardant la ruelle commencer à se remplir de monde. La vie ici continuait sans se soucier de la tempête qui se préparait au loin. Vers 9 heures du matin, un appel est arrivé de la banque. Mademoiselle Reed, nous devons revérifier certaines informations concernant les actifs de garantie de votre famille. D'accord, ai-je répondu d'une voix modérément inquiète. Y a-t-il un problème? Il y a eu une demande de documents supplémentaires de la part du co-signataire. Je savais qui était le co-signataire, Julien. Je vais les préparer, ai-je dit avant de raccrocher. J'ai envoyé un SMS à Maya, il a commencé à utiliser ma famille. Devrions-nous non, attends encore une étape. À l'heure du déjeuner, j'ai reçu un courriel du département des ressources humaines de l'entreprise de l'autre fois. Mademoiselle Reed, nous sommes heureux de vous proposer le poste à partir de la semaine prochaine. J'ai fixé la phrase, j'ai réfléchi quelques secondes et j'ai répondu « Merci ». J'accepte. J'avais besoin de ce poste non pas pour l'argent, mais parce qu'il serait la pièce parfaite dans le tableau d'une femme déchue s'accrochant désespérément à n'importe quoi. L'après-midi, je me suis rendu au bureau de Daniel Sterling pour un bref rendez-vous. Cette fois, c'était un petit bureau, pas une salle de conférence. Il m'a tendu un dossier. Résultat de l'évaluation de la deuxième phase. J'ai parcouru les chiffres et lu les notes. Tout était conforme à ce que j'avais prévu. Il ne le sait pas encore? Ai-je demandé. Pas encore, mais il le saura bientôt. Bien. Sterling m'a regardé et a dit d'une voix basse, vous devez être prête. Quand cette information fuira, il utilisera tous les moyens pour riposter, y compris contre votre famille. Je suis préparé. Il a hoché la tête. Nous maintiendrons nos distances jusqu'au moment opportun. Vous continuez à vivre votre vie. Je suis très doué pour cela. En quittant le bureau, un SMS est arrivé de Julien, tu penses avoir gagné? Je n'ai pas répondu. Je savais que le silence maintenant le rendrait plus anxieux que n'importe quel mot. Ce soir-là, je suis retourné à ma chambre, je me suis changé et je me suis allongé sur le lit. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai coupé la sonnerie. J'avais besoin de dormir. Demain serait une longue journée. Le lendemain matin, j'ai commencé mon nouveau travail. Le bureau était petit, le travail simple. J'ai travaillé très dur, très docilement. Je voulais que tout le monde se souvienne de moi comme d'une femme aimable et diligente. En milieu de journée, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu, combien de temps penses-tu pouvoir te cacher? Je savais que c'était Julien, il utilisait une autre SIM. J'ai répondu, tu me fais peur. L'indicateur de saisie est apparu. Tu devrais avoir peur. J'ai posé le téléphone et pris une grande inspiration. Je pouvais sentir le filet se refermer. Mais je n'étais pas au milieu du filet, j'étais à l'extérieur, en train de tirer les ficelles. Dans l'après-midi, Maya a appelé. Il vient d'effectuer un transfert d'argent important et anormal. Vers où? Vers une société intermédiaire. Très précipitamment. J'ai fermé les yeux.
Il creusait sa propre tombe. Devrions-nous le bloquer? Non, laisse passer. Le soir, ma mère a appelé. Sa voix était inquiète. Evelyne, quelqu'un de la banque est passé poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, maman. Je m'en occupe. Est-ce que tu vas bien? Je me suis mordu la lèvre. Je vais bien. Après avoir raccroché, je suis resté assise longtemps. C'était le seul moment de la journée où je m'autorisais à me sentir fatigué. Mais la fatigue ne signifiait pas la retraite. Le soir, j'ai écrit une autre ligne dans mon carnet, l'ennemi commence à perdre le contrôle financier. Je l'ai souligné. Dehors, une voiture a crissé en accélérant puis s'est arrêtée. J'ai regardé par la fenêtre. Une voiture noire familière est passée devant l'entrée de la ruelle. Elle ne s'est pas arrêtée. Julien courait, et moi j'attendais. Je me suis réveillé avant que mon alarme ne sonne. La chambre était calme, avec seulement le ronronnement régulier du ventilateur. Je me suis levé et j'ai posé mes pieds sur le carrelage froid. Je pouvais sentir mon rythme cardiaque clairement ni rapide, ni lent, le rythme précis de quelqu'un habitué à attendre. J'ai préparé une tasse de café instantané et je me suis appuyé contre le rebord de la fenêtre, le buvant lentement. En bas, dans la ruelle, les gens commençaient leur journée, le bruit des portes métalliques grinçant en s'ouvrant. C'était un nouveau jour, et pour Julian Croft, c'était un autre jour à endurer. Je suis arrivé au travail plus tôt que d'habitude. Je devais créer une image de stabilité et de régularité, la nouvelle employée divorcée, la personne qui travaillait dur sans se plaindre. J'ai allumé mon ordinateur et organisé les documents. Le travail n'était pas difficile, mais je le traitais avec un soin extrême. Cette diligence serait mon armure. Vers 9 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Maya. Il vient de signer un accord de prêt à court terme. Le taux d'intérêt est très élevé. Combien? Près de 20 millions. J'ai fermé les yeux une seconde. Dans cette situation, cette dose était un poison. Laissons-le faire. Quels actifs a-t-il utilisé comme garantie? Des actions d'une filiale. Bien. J'ai raccroché et ouvert une feuille Excel. J'ai ajouté une autre ligne à ma chronologie. Quand quelqu'un commence à utiliser ses fonds propres pour couvrir un manque de liquidité, il a accepté le risque de perdre le contrôle. Julien glissait sur une pente savonneuse. Pendant le travail, un appel est arrivé de Daniel Sterling. Pouvez-vous parler quelques minutes? Notre camp a confirmé 2 autres irrégularités. Nous allons envoyer une demande officielle pour un audit approfondi. Quand? Vers la fin de la semaine. Les rumeurs arriveront avant les documents. J'ai souri. C'était amplement suffisant. Sterling a hésité. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Et votre famille? Je les ai informés à l'avance. Il a poussé un petit soupir. Bien. Nous vous soutiendrons dans l'ombre. Après l'appel, je suis retourné à mon écran d'ordinateur. Mes mains ne tremblaient pas. Tout se déroulait selon le plan. Pour le déjeuner, j'ai mangé avec mes collègues de bureau. Ils ont parlé de leurs enfants, du coût de la vie, du loyer. J'ai écouté, hochant la tête de temps en temps. Je n'ai pas parlé de moi. Ce n'était pas nécessaire. Moins les gens en savaient, plus j'étais en sécurité. Dans l'après-midi, Julien a appelé. J'ai regardé l'écran, hésité une seconde, puis j'ai répondu. Où es-tu? Au bureau. Le bureau? Oui, je travaille. Il a lâché un rire sec. Quel genre de travail? Dans ce minuscule bureau. Le travail est le travail. Nous devons nous voir. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Tu m'évites. Je ne t'évite pas. Alors rencontre-moi. Calme-toi. Ma voix était douce, pas provocatrice. Me calmer, a-t-il grogné. Tu es en train de me ruiner. Je suis restée silencieuse. Evelyne, il a baissé la voix, combien veux-tu? J'ai fermé les yeux. C'était la question que j'attendais. Je ne fais pas de marché. Je te donnerai 50 000. Non, 200. J'ai souri discrètement. Tu penses que tout a un prix. Ne fais pas la sainte.
Je ne la fais pas. Je suis juste fatigué. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Immédiatement, un flot de SMS est arrivé. Je ne les ai pas lus. J'ai éteint l'écran. Après le travail, je ne suis pas rentré directement à la chambre meublée. J'ai rendu visite à mes parents dans leur maison de banlieue du New Jersey. Je devais les voir. Je devais m'assurer qu'ils étaient en sécurité. Mon père était assis sur le perron. Il paraissait plus mince qu'avant. Ma mère coupait des légumes et s'est levée quand elle m'a vu. Ses yeux étaient rouges. Tu es là. Nous nous sommes assis. Je ne leur ai dit que le nécessaire, omettant les détails pour ne pas les alarmer. Fais juste attention, a dit mon père. Tu ne sais pas de quoi cet homme est capable. Je sais. Ma mère a pris ma main. S'il se passe quoi que ce soit, tu viens ici. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit que c'était pour leur bien que je ne pouvais pas reculer. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre meublée. Mon téléphone a vibré. Un message de Maya, il y a des rumeurs dans le milieu selon lesquelles son entreprise subit un audit informel. Il est au courant. Bien. J'ai ouvert mon carnet et écrit une autre ligne, l'ennemi commence à paniquer. Je l'ai souligné 2 fois. Cette nuit-là, je ne me suis pas endormi tout de suite. J'étais assise sur mon lit à écouter le bruit des voitures dans la ruelle. Vers minuit, on a frappé à la porte. Je me suis levé sans allumer la lumière. Qui est-ce? Evelyne, ouvre la porte. C'était la voix de Julien. Très proche. Je suis resté immobile. Repars. Ouvre la porte. Tu me fais peur. Je ne partirai pas. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que j'avais enregistré. Je n'ai pas eu besoin de lancer l'appel. Le simple fait d'éclairer l'écran a suffi. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Silence. 1 temps, 2 temps. Tu n'oserais pas. J'ose, ai-je dit lentement et clairement. J'ai entendu une respiration saccadée derrière la porte, puis le bruit de pas qui s'éloignait. J'ai entendu une voiture démarrer et partir. Je me suis laissé tomber sur le lit. Mes mains étaient un peu froides, mais ma tête était très lucide. Je savais qu'il venait de franchir une ligne, et chaque fois qu'il le faisait, les preuves s'accumulaient. Le lendemain matin, des articles vagues sur des problèmes de trésorerie dans une société immobilière ont commencé à apparaître dans les journaux en ligne. Aucun nom n'était mentionné, mais les gens du milieu sauraient. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais je ne répondais pas. Je savais qu'à partir de maintenant, Julien n'aurait plus le contrôle. Il serait en train de réagir, et les réactions dans un état de panique révèlent toujours des faiblesses. J'ai fermé mon carnet et me suis préparé pour le travail. Avant de partir, j'ai regardé la chambre une dernière fois. J'avais tenu bon ici quand j'avais été poussé au bord du précipice. Maintenant, c'était à mon tour d'avancer. Ce matin-là, j'ai quitté la chambre avec le sentiment clair qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas par peur, mais parce que tout avait dépassé le point de non-retour. La ruelle était la même, bruyante, poussiéreuse, et les gens riaient, parlaient et marchandaient toujours, vivant leur journée tout à fait ordinaire. Je me suis fondu parmi eux, adoptant l'apparence la plus banale possible. À l'intérieur, pourtant, tous les rouages commençaient à tourner plus vite. Je suis arrivé au travail à l'heure. 10 minutes après avoir allumé mon ordinateur, le bureau a commencé à s'agiter. Une collègue a chuchoté à mon oreille, « Tu as entendu la nouvelle ?» Quelle nouvelle? Il y a une rumeur selon laquelle une grosse société immobilière fait l'objet d'une enquête. Ils disent que c'est le chaos là-haut. J'ai levé les yeux, faisant semblant d'être surprise. Vraiment? Ouais. Un ami qui travaille dans une banque a dit qu'il y a un problème avec leur trésorerie. Je n'en ai pas dit plus, me contentant de hocher la tête. Le fait que la rumeur ait atteint les employés les moins gradés signifiait que la panique s'était installée dans les étages supérieurs. Vers 10 heures, le vieux téléphone à clapet a sonné. C'était Maya. Il a convoqué une réunion d'urgence avec ses avocats. Qu'est-ce qu'il a demandé à ton sujet, Evelyne? Il a demandé avec qui tu as été en contact. Qui est derrière toi? P. Personne n'a pu répondre. J'ai souri. J'ai raccroché. Je savais que Julien passait au peigne fin chaque recoin de sa mémoire,
cherchant n'importe qui sur qui j'aurais pu compter. Mais au cours des 8 dernières années, j'étais devenue très experte pour me rendre inexistante. J'ai déjeuné seul. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Daniel Sterling avait dit que les rumeurs précéderaient les documents. Et quand les documents arriveraient, ce ne serait pas un coup unique, mais une chaîne d'attaque. Je devais m'assurer de ne pas monter au créneau trop tôt. À 14 heures précises, j'ai reçu un email interne au travail. C'était une annonce pour une courte formation sur les processus financiers. Je me suis inscrite immédiatement. J'avais besoin d'apparaître dans plusieurs endroits légitimes, laissant une trace claire de mon travail. Pendant la formation, mon téléphone n'a cessé de sonner. Un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un SMS est arrivé, « Tu te crois si maligne ?» Je n'ai pas répondu. Immédiatement, un autre SMS est arrivé, « Ne me provoque pas ». J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau. Je savais qu'il essayait de m'entraîner dans une conversation émotionnelle. Je ne tomberai pas dans ce piège. Après le travail, alors que je sortais par l'entrée principale, j'ai vu une voiture noire familière garée de l'autre côté de la rue. Mon cœur a battu un peu plus vite, mais mon visage est resté calme. Je n'ai pas regardé dans cette direction et j'ai marché droit devant moi. La portière de la voiture s'est ouverte brusquement. Evelyne. Sa voix a crié mon nom au milieu de la rue, sans se soucier des regards alentour. Je me suis arrêté et me suis retourné. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ?»« Monte dans la voiture. » Il s'est approché et m'a barré la route. Son visage était plus émacié, ses yeux injectés de sang, son col de travers. « Viens avec moi. » Je ne veux pas faire de scène. C'est toi qui fais une scène en ce moment même, ai-je dit juste assez fort pour qu'il m'entende. Repars. Tu penses que ton petit jeu peut me tromper? Je ne sais pas de quoi tu parles. Il a ricané, mais son sourire était déformé. Qui as-tu rencontré? Qu'est-ce que tu leur as envoyé? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as peur, n'est-ce pas? Une seconde de silence. Je l'ai clairement vu tressaillir. Je n'ai pas peur, a-t-il grogné. Tu as peur, ai-je répété d'une voix calme. C'est pour ça que tu es ici. Il a tendu la main et a saisi mon poignet. La prise n'était pas forte, mais c'était suffisant pour sentir sa perte de contrôle. Lâche-moi, ai-je dit. Laisse-moi partir. Viens avec moi, a-t-il sifflé. J'ai dit, lâche-moi, ai-je répété, plus fort cette fois. Les gens autour de nous ont commencé à fixer. Un agent de sécurité s'est approché. Est-ce que tout va bien ici? Julien a hésité. J'ai profité de ce moment pour dégager ma main. Ce n'est rien, ai-je dit au garde. Juste une connaissance qui a eu un malentendu. Le garde nous a regardés tour à tour et a hoché la tête, mais ses yeux restaient méfiants. Julien a fait un pas en arrière. Tu penses que je vais juste laisser passer ça? Je m'en fiche que tu laisses passer ou non. Tu vas le regretter. Je l'ai regardé lentement. Tu as déjà dit ça. Je me suis détourné et je suis parti. Cette fois, il n'a pas suivi. De retour dans ma chambre meublée, j'ai verrouillé la porte et me suis appuyé contre elle quelques secondes, non pas par peur, mais pour confirmer une chose, il avait laissé une trace devant des témoins. J'ai allumé mon téléphone et envoyé un court message à Daniel Sterling, la cible s'est approchée et a fait pression sur moi dans un lieu public. Moins de 10 minutes plus tard, il a répondu, c'est noté. Dans la soirée, Maya a appelé. Il essaie d'obtenir un autre prêt, mais beaucoup d'endroits le refusent. Les rumeurs nuisent à son image financière. Bien. Est-ce que tu as peur qu'il fasse quelque chose de radical? Je suis resté silencieuse un moment. Oui. C'est pour ça que nous devons être plus rapides. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit à fixer le plafond. L'image de Julien au milieu de la rue, ses yeux hagards, me revenait vivement à l'esprit. L'homme qui croyait autrefois pouvoir tout contrôler était maintenant consumé par sa propre panique. J'ai ouvert mon carnet et continué à écrire, l'ennemi commence à faire des erreurs publiques par contact direct. Je l'ai souligné 3 fois. Dehors, le vent soufflait fort et les fenêtres vibraient légèrement. J'ai remonté la couverture et fermé les yeux. Demain, les documents arriveraient. Et quand ils arriveraient, tout ne serait plus seulement une rumeur. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt,
non pas parce que j'avais mal dormi, mais parce que mon corps s'était habitué à avoir une longueur d'avance. Une faible lumière du soleil filtrait par la fenêtre, éclairant le petit bureau couvert de notes. J'ai fait du café et je l'ai bu lentement, relisant tout ce que j'avais écrit ces derniers mois. Chaque étape de la chronologie correspondait sans la moindre erreur. Cela me rendait étrangement calme. Je suis arrivé au travail plus tôt que d'habitude. L'atmosphère aujourd'hui était complètement différente. Les gens étaient rassemblés par petits groupes, parlant à voix basse, ou avaient le visage plongé dans leurs ordinateurs, mais leurs yeux ne cessaient de lorgner vers l'extérieur. Vers 9 heures, tous les employés ont reçu l'ordre de rester à leur bureau. Un email interne a été envoyé demandant de coopérer avec le travail de l'équipe d'audit aujourd'hui. L'ambiance s'est figée. Je pouvais clairement entendre des respirations saccadées, le bruit des chaises qui grincent. Certaines personnes se sont levées, paniquées, puis se sont rasseyées. Pas moi. J'attendais ce moment depuis longtemps. Environ 15 minutes plus tard, un groupe de personnes est entré. Costume sombre, badge bien visible sur la poitrine. Personne n'a dit grand-chose, mais leur simple présence a fait retenir son souffle à tout l'étage. Ils sont allés directement vers la zone des bureaux de la direction, et les portes vitrées se sont refermées. J'ai gardé la tête baissée et j'ai travaillé comme d'habitude. Vers midi, un message est arrivé de Maya. Ça a commencé. J'ai répondu brièvement, procédé comme prévu. Elle a envoyé un emoji de cercle. J'ai compris. Ce midi-là, personne n'avait le cœur à manger. J'ai quand même mangé mon modeste plat à emporter. J'ai mâché lentement. Je ne ressentais pas un sentiment de triomphe, mais une sensation semblable à un vide très familier. Quand un objectif est à portée de main, une personne n'est plus excitée. Seul un sang-froid glacial demeure. Au début de l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était le numéro de Julien. Je l'ai fixé quelques secondes, puis j'ai répondu. « Que as-tu fait » Sa voix était creuse, la menace habituelle avait disparu. « Je travaille. »« Tu penses avoir gagné ?»« Je ne joue pas à des jeux de gain ou de perte. » Il a lâché un rire rauque. « Ne sois pas hypocrite. Tu m'as poussé à bout. Tu y es allé tout seul, ai-je dit. Penses-tu que tes menaces peuvent me tuer? Je pense que la loi suffira. » Un long silence a suivi. Je pouvais clairement entendre sa respiration haletante au téléphone. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai fermé les yeux une seconde. « Je veux que tu arrêtes, et ne touches pas à ma famille. Tu crois qu'il me reste quoi que ce soit à perdre? Il t'en reste, ai-je dit doucement. Ton dernier vestige de dignité. Il a ri, mais le son était brisé. Tu as toujours été si moral. Non, ai-je répondu. Je suis juste différente de toi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse en dire plus. Au fil de l'après-midi, les informations ont commencé à fuiter. Certains médias financiers ont publié de courts articles utilisant un langage prudent comme des allégations ont été soulevées et sont en cours de vérification. Mais pour les gens du milieu, c'était suffisant. Vers la fin de la journée de travail, j'ai été appelé au RH non pas à cause de moi, mais à cause de tout le département. Ils ont annoncé que certains projets étaient temporairement gelés et ont demandé la coopération des employés pour fournir des informations si nécessaires. J'ai signé le formulaire de confirmation. Mon écriture était très ferme. En quittant le bâtiment, j'ai vu Julien debout sur le parking. Il ressemblait à quelqu'un qui avait été gravement malade. Sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille, et ses yeux ne cessaient de s'agiter. « Nous devons parler, a-t-il dit. Pas ici. Je ne veux pas que tu fasses une scène. » Il a ricané, mais seulement un instant. J'ai tout perdu. Tu as encore le droit de coopérer. Facile à dire pour toi. Il s'est approché de moi. Sais-tu ce que je pensais autrefois? Qu'après le divorce, tu serais complètement perdu. Je l'ai regardé longuement. Tu t'es trompé. Tu ne m'as jamais aimé. Si, ai-je dit. Mais l'amour ne signifie pas une endurance éternelle. Il a reculé et s'est appuyé contre une voiture. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre, ai-je répondu. Tu as juste besoin de prendre tes responsabilités. Un homme de son équipe juridique s'est approché et lui a dit quelque chose. Julien a hoché la tête et m'a regardé de nouveau.
Ce ne sera pas facile pour toi non plus. Il en va de même pour toi, ai-je dit. Il est monté dans sa voiture et a claqué la portière. Ce soir-là, je ne suis pas retourné à la chambre meublée. Je suis allé à l'appartement de Maya. Elle a ouvert la porte et m'a serré fort dans ses bras. Evelyne, tu vas bien? Je vais bien. Il a été convoqué pour un interrogatoire plus poussé. Je sais. Nous nous sommes assises par terre et avons mangé des ramen instantanés. Depuis le balcon, les lumières de la ville étaient éclatantes. Maya m'a regardé longuement. Est-ce que tu le regrettes? J'y ai réfléchi un instant. Non. Ah bon? Alors pourquoi continues-tu? J'ai pris une gorgée d'eau. Parce que si je ne le fais pas maintenant, je serai fatigué pour le reste de ma vie. Cette nuit-là, j'ai dormi très profondément. Le lendemain matin, la nouvelle est tombée officiellement. Ce n'était plus vague. Le nom de Julian Croft était mentionné aux côtés de plusieurs figures de la corruption. Les commentaires ont afflué. Certains étaient compatissants, d'autres triomphants. Je ne les ai pas lus. Un message est arrivé de Daniel Sterling, phase interminée. J'ai répondu, passage à la phase 2. Dans l'après-midi, j'ai rencontré mon avocat. Il m'a montré les documents et a expliqué chaque étape. Tout se déroulait dans le cadre légal, sans place pour l'émotion. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté devant le miroir d'un ascenseur. La femme dans le miroir semblait très différente de celle d'il y a 8 ans. Pas plus dure, mais plus lucide. Le soir, j'ai appelé ma mère. « Maman, as-tu dîné? » « Oui. »« Ne t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un t'embête? » ?»« Non, je m'en sors bien. » Je suis restée silencieuse quelques secondes. « Je suis désolée de t'avoir inquiété. Te voir bien vivre est ce qui me rend la plus heureuse. » J'ai raccroché et je me suis assise près de la fenêtre. Une brise légère soufflait. La ville était toujours bruyante et la vie continuait. J'ai ouvert mon carnet et écrit la dernière ligne de la journée, l'ennemi commence à s'effondrer de l'intérieur. Je l'ai souligné. Ce n'était pas la fin. C'était juste le moment où tout était révélé. Et quand la lumière brille, aucun secret ne peut durer longtemps. La nuit après que la nouvelle a éclaté, la ville n'a pas changé. Seuls les courants invisibles sous sa surface s'agitaient plus violemment. Je me suis réveillé tôt, me suis lavé le visage à l'eau froide et me suis regardé dans le miroir. L'exaltation du premier jour quand tout a explosé s'était évanouie, laissant place à un sang-froid vif et glacial. Il était facile de faire des erreurs à ce stade. Les gens croient souvent à tort qu'un homme à terre ne se relèvera pas. Je savais que Julian n'avait pas encore abandonné. Il n'était pas du genre à admettre tranquillement sa défaite. Je me suis rendu au bureau de mon avocat comme prévu. L'avocat que Daniel Sterling m'avait présenté, un ancien juge nommé Monsieur Davis, était un homme de peu de mots, mais chaque mot était concis et pesant. Il m'a remis un dossier épais de documents. Nous allons procéder étape par étape, a-t-il dit. Vous n'avez pas besoin d'être trop impliqué. Laissez les documents parler d'eux-mêmes. Qu'en est-il des actifs, ai-je demandé. Il essaie de renverser la situation, mais le registre du gel des comptes et la pression qu'il a exercée après le divorce joueront en votre faveur. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin de gagner vite. J'avais besoin de gagner de manière décisive. Alors que je quittais le bureau de l'avocat, un message est arrivé de Maya, il a été convoqué pour un deuxième tour d'interrogatoire. Il y a des preuves d'utilisation anormale de liquidité. Documente tout. Il y a autre chose. M. Aya a hésité. Il m'a appelé. Il t'a appelé. Il a posé des questions sur toi. Sur ce que tu pourrais encore avoir. J'ai souri. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que je ne savais pas. Bon travail. J'ai déjeuné seul. J'ai parcouru quelques lignes d'un article de journal. Bientôt, le nom de Julian est apparu plus fréquemment, suivi d'articles spéculatifs et analytiques. Je n'étais pas intéressé par ce que disaient les gens de l'extérieur. Je me concentrais uniquement sur les documents et la chronologie. Au début de l'après-midi, un appel est arrivé d'un numéro inconnu. Evelyn Reed? Je m'appelle Jessica Hong. Je suis une vieille amie de Julian. Je suis restée silencieuse une seconde.
Que puis-je faire pour vous? J'aimerais vous parler un moment. À quel sujet? À propos de Julien? Il n'est pas dans un bon état en ce moment. J'ai regardé par la fenêtre. Ce n'est plus mon problème. Je sais, Jessica a soupiré. Mais vous avez été marié avec lui. Que attendez-vous de moi? Un bref silence a suivi. Il a dit que si vous abandonniez la poursuite, il vous indemniserait. J'ai lâché un tout petit rire. S'il vous plaît, transmettez-lui ceci, ai-je dit lentement. Je ne retirerai pas ma plainte et je n'accepterai aucune compensation. Evelyne, vous ne savez pas de quoi il est capable. Je suis préparé. J'ai raccroché. Je savais que des appels comme celui-ci continueraient. Les gens utiliseraient l'affection, la sympathie et la pression sociale. J'étais allé trop loin pour faire demi-tour pour de telles choses. Tard ce soir-là, je suis retourné à ma chambre meublée. Je n'avais pas encore déménagé. J'avais besoin de plus de temps pour tout boucler tranquillement. Une enveloppe fine se trouvait devant ma porte. Je l'ai ramassée et ouverte. À l'intérieur se trouvait un mot de la main de Julien, parlons une dernière fois. J'ai froissé le mot et l'ai jeté à la poubelle. La dernière fois était un concept pour les gens qui gardaient espoir. Je n'étais pas l'une d'entre eux. Cette nuit-là, mon père a appelé. Un homme est passé pour demander de tes nouvelles. Quel genre d'homme? Il a dit qu'il était un ami de ton ex-mari. Que as-tu dit, papa? Je lui ai dit que tu n'étais pas là. J'ai fermé les yeux. Tu as bien fait. Sois prudent. Je sais. Après avoir raccroché, j'ai appelé Daniel Sterling. L'autre partie a commencé à utiliser des tiers. Nous avions anticipé cela, a-t-il répondu. Nous avons des mesures de protection en place. Merci. Souviens-toi, a-t-il ajouté, ne t'engage pas personnellement avec lui. Je ne le ferai pas. Le lendemain matin, je suis allé au travail tôt. Dès que je me suis assise, les RH m'ont appelé. L'équipe d'enquête a encore quelques questions. J'ai hoché la tête et les ai suivis dans une salle. Deux hommes étaient assis là. Leur voix était calme. Mademoiselle Reed, vous êtes l'ex-femme de Julian Croft, c'est exact? Savez-vous quelque chose sur ces flux de trésorerie personnelle? Je n'étais pas impliqué. Quand votre mariage a-t-il pris fin? Récemment. Ils ont pris des notes et ont posé quelques questions de plus. J'ai répondu sincèrement sans rien ajouter ni soustraire. La vérité, quand elle est dite au bon moment, est une arme très puissante. En quittant la salle, j'ai poussé un long soupir non pas par peur, mais parce que je savais qu'à partir de maintenant, tout était passé à un autre niveau. Il n'y avait plus de rumeurs ou de menaces vagues, seulement des documents et la loi. Dans l'après-midi, Maya a appelé. Sa voix était basse. Il a été placé en détention pour l'enquête. Je suis restée silencieuse. Evelyne, tu m'écoutes? Oui. Tu vas bien? Ça va. Je me suis levé et suis sorti sur le petit balcon du bureau. Le ciel était nuageux, mais il ne pleuvait pas. Ce soir-là, je suis retourné à ma chambre meublée et j'ai emballé mes affaires. Je n'avais plus besoin d'être ici. J'avais joué mon rôle. J'ai regardé autour de la pièce et touché le mur écaillé de la main. Cet endroit m'avait vu me relever de rien. J'ai fermé la porte et suis parti, tirant ma valise derrière moi. Je me suis installé temporairement dans le petit appartement de Maya. Elle m'a préparé un thé et a dit, « Evelyne, on dirait que c'est presque fini. » Non, ai-je répondu. C'est encore le milieu. Ce qui reste, c'est de lui faire face. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de Monsieur Davis, mon avocat. Ils ont proposé un règlement pour demain. Ils demandent d'assouplir les conditions. Ma position est de ne pas transiger, ai-je dit. S'il vous plaît, procédez comme prévu. L'avocat est resté silencieux un moment. Entendu. J'ai raccroché et me suis assise près de la fenêtre. Les lumières de la ville étaient visibles au loin. Je n'étais ni heureuse ni triste. Je sentais juste que j'étais sur le bon chemin. J'ai ouvert mon carnet et écrit une autre ligne, l'ennemi cherche une issue de secours, mais la permission est refusée. Je l'ai souligné. Demain, je ferai face au passé directement non pas pour m'y accrocher, mais pour fermer la porte. Le matin du jour où je devais lui faire face est arrivé plus tôt que prévu.
Je me suis réveillé alors que la ville était encore sombre. Assise près de la fenêtre de l'appartement de Maya, je regardais les gratte-ciel enveloppés d'un léger brouillard. Auparavant, la simple idée de revoir Julien m'aurait serré la poitrine. Mais pas ce matin. À l'intérieur de moi, il n'y avait qu'un espace très calme, comme la surface d'un lac après que tous les sédiments se sont déposés. Monsieur Davis a appelé à 7 heures. Je vous verrai au bureau à 9 heures. L'autre partie a confirmé sa présence. D'accord. Souviens-toi, a-t-il ajouté, ne réponds à rien à moins que je ne l'autorise. Compris. J'ai raccroché et je me suis habillé. La robe que j'ai choisie était d'une couleur neutre, pas voyante, donnant une impression de netteté et de politesse. Je ne voulais pas me faire remarquer, pas plus que je ne voulais paraître faible. J'avais juste besoin d'apparaître comme une personne protégeant ses droits légaux après avoir quitté un mariage, ce qui correspondait à ma position. Sur le chemin du bureau de l'avocat, un message est arrivé d'un numéro inconnu, « Evelyne, c'est moi ». Je n'ai pas répondu. Quand la voiture s'est arrêtée devant le bâtiment, j'ai pris une profonde inspiration. J'avais imaginé ce moment d'innombrables fois, mais la réalité était différente. Il n'y avait pas de tonnerre, pas de cœur qui bat la chamade, juste le bruit de mes pas sur le pavé de pierre froide. La salle de médiation se trouvait au 5e étage. Quand je suis entré, Julien était déjà assis là. Il était visiblement plus mince, et son regard n'était plus aussi vif qu'avant, mais il essayait toujours de maintenir son ancienne assurance. À côté de lui se tenait un jeune avocat au visage nerveux. Julien m'a regardé longuement. « Tu es là. » J'ai hoché la tête sans répondre. Je me suis assise à côté de mon avocat. Monsieur Davis a posé un dossier sur la table et l'a étalé très calmement. La médiation a commencé par des termes juridiques familiers et secs. J'ai écouté et répondu quand on me le demandait. Pas Julien. Il n'arrêtait pas d'interrompre, essayant d'injecter de l'émotion dans le récit. Elle connaissait très bien la situation de l'entreprise, a-t-il dit. Elle n'est pas étrangère à l'affaire. Monsieur Davis l'a regardé droit dans les yeux. Veuillez présenter vos preuves. Julien a bafouillé. Je dis la vérité. La vérité nécessite des preuves, a répliqué l'avocat. J'ai regardé Julien. À ce moment-là, j'ai clairement ressenti son impuissance non pas parce qu'il allait perdre, mais parce que pour la première fois, il ne pouvait pas écraser quelqu'un par sa seule voix. C'était mon tour. Mademoiselle Reed, a dit le médiateur, quel est votre résultat souhaité pour cette médiation? Je veux que tout soit traité conformément à la loi, ai-je répondu. Rien de plus, rien de moins. Si l'autre partie fait preuve de bonne foi, seriez-vous prête à retirer certaines de vos demandes? J'ai secoué la tête. La salle est devenue silencieuse. Julien s'est tourné vers moi. Veux-tu vraiment me pousser dans mes derniers retranchements? Je l'ai regardé très calmement. Tu y es allé tout seul. L'avocat adverse lui a chuchoté quelque chose. Julien a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts. Si j'accepte le règlement, peux-tu dire quelques mots en ma faveur? J'ai légèrement incliné la tête. C'est une faveur que tu me demandes, maintenant? Il a forcé un sourire. Tu étais ma femme. Je suis restée silencieuse. À cet instant, cette année de souvenirs ont défilé rapidement, les réceptions où je me tenais derrière lui, les moments où je recevais de lui de quoi vivre, les nuits où il me faisait la leçon sur la vie et où je l'écoutais en silence. J'ai laissé tout cela derrière moi et j'ai dit, c'est précisément parce que j'étais ta femme que je ne peux pas faire autrement. La médiation s'est terminée au bout d'une heure sans accord. Quand tout le monde s'est levé, Julien m'a bloqué à la porte. Evelyne, a-t-il dit d'une voix basse, je sais que j'ai eu tort. Mais tu n'étais pas obligée d'aller aussi loin. Tu te trompes, ai-je répondu. Je vous ai donné 8 ans de chance. Il est resté silencieux. Je suis passé devant lui sans me retourner. En quittant le bâtiment, j'ai ressenti une légèreté non pas parce que j'avais gagné, mais parce que le dernier fil avait été coupé. L'après-midi, j'ai rencontré Daniel Sterling comme prévu. Il a écouté mon histoire et a opiné du chef. L'échec de la médiation est une bonne chose, a-t-il dit. Maintenant, les documents seront traités plus rapidement. Je veux juste que tout se termine proprement. Ce sera le cas, a-t-il répondu. Mais que ferez-vous après cela? J'ai réfléchi un instant.
Je veux travailler. Où? Dans un endroit où je peux utiliser ce que je sais sans le cacher. Daniel Sterling a souri. J'ai une proposition. Il m'a remis une description de poste. Pas de promesse fantaisiste, juste le titre de consultante en analyse des risques. Réfléchissez-y, a-t-il dit. J'ai pris le papier. Mon esprit était très calme. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement et j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer la brise. Maya m'a regardé. Comment ça s'est passé? Es-tu triste? J'ai secoué la tête. Un peu de regret. Pas pour lui, mais pour les années où je me suis tu. Maya a simplement versé plus de thé. La nuit, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit lentement, confrontation terminée. Plus de servitude émotionnelle. Je l'ai souligné et j'ai fermé le carnet. Dehors, la ville était toujours lumineuse, la vie continuait, et j'avais traversé vers l'autre rive. Les quelques jours suivant la médiation se sont écoulés selon un rythme complètement différent. Plus de barrages d'appels, plus de SMS à moitié menaçants et à moitié suppliants. Ce silence n'était pas un vide terrifiant, mais le calme d'une machine passée en mode pilote automatique. Les documents avaient quitté mes mains et suivaient désormais la trajectoire froide de la loi. Je n'avais qu'à regarder. Il n'y avait pas besoin de se précipiter. J'ai commencé mon nouveau travail suite à l'offre de Daniel Sterling. Il n'y a pas eu de fête de bienvenue, pas de célébration bruyante, juste un petit bureau, un grand écran et une pile de rapports. J'aimais cette simplicité. Cela me permettait de me concentrer sur ce que je faisais de mieux, lire les chiffres et entendre les voix cachées derrière eux. Le premier matin, je suis arrivé au travail tôt. Le bureau était encore vide. J'ai allumé mon ordinateur et parcouru les documents d'analyse des risques pour un projet en phase de révision. J'ai lu très lentement, soulignant les divergences et prenant des notes dans les marges. Personne ne savait comment je travaillais autrefois dans la cuisine sous une lumière jaune pendant que Julien dormait. Tant que je le savais, cela suffisait. En milieu de journée, Daniel Sterling est passé. Vous habituez-vous au travail? Tout à fait. Il n'en a pas demandé plus, se contentant de hocher la tête. J'aimais sa façon de respecter les limites. Personne ici n'avait besoin de l'histoire de ma vie, il voulait des résultats. À l'heure du déjeuner, Monsieur Davis, mon avocat, a appelé. Il y a une mise à jour, a-t-il dit. La partie adverse a déposé une motion pour modifier certaines clauses dans les documents. Ce n'est pas significatif, mais cela semble être une tentative pour gagner du temps. Il est peu probable que cela réussisse. Je vous fais confiance, Monsieur Davis. S'il vous plaît, tenez-moi au courant de tout progrès. Après avoir raccroché, je suis retourné à mon écran. Le travail m'aidait à ne pas me laisser distraire. Il me maintenait debout. L'après-midi, Mia m'a envoyé un SMS, il subit beaucoup de pression. Des connaissances ont posé des questions sur toi. Que as-tu répondu? J'ai dit, tu travailles et tu n'es pas impliqué. Bon travail. Je savais qu'à ce stade, l'opinion publique commencerait à se diviser. Il y aurait des gens qui prendraient mon parti, des gens qui sympathiseraient avec Julien, et des gens qui seraient simplement curieux. Je n'avais pas besoin de participer. Mon silence était désormais mon meilleur bouclier. Le soir, je suis rentré à mon appartement et j'ai préparé un repas simple. J'ai mangé lentement, écoutant le bruit de l'eau qui bout, le couteau frappant la planche à découper et des sons très banals. J'ai réalisé que je n'avais pas cuisiné pour moi-même avec l'esprit aussi tranquille depuis longtemps. Autrefois, les repas étaient toujours liés à la responsabilité, au regard de l'évaluation. Plus maintenant. Après le dîner, j'ai appelé ma mère. J'ai commencé le travail. Le travail se passe-t-il bien? C'est bien. Prends soin de toi. Je le ferai. J'ai raccroché et me suis tenu près de la fenêtre. Les voitures passaient dans la rue en bas. Je ne sentais plus que je devais me cacher. Je pouvais me tenir n'importe où avec mon propre nom et ma propre profession. Au cours des jours suivants, le rythme de ma vie s'est progressivement stabilisé. J'allais au travail le matin, je partais l'après-midi, et je lisais ou prenais des notes le soir. Je ne consultais plus les nouvelles fréquemment. Si quelque chose d'important arrivait, mon avocat ou Daniel Sterling m'en informerait. Un après-midi, Daniel Sterling m'a appelé dans son bureau. Il y a quelque chose, a-t-il dit.
J'aimerais que vous participiez à l'équipe de révision officielle pour le prochain projet. Que dois-je préparer? Faites simplement ce que vous avez fait jusqu'à présent. J'ai hoché la tête. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il me faisait confiance. Cette confiance ne venait pas de l'histoire de mon divorce, mais du rapport d'analyse que j'avais soumis. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro familier. C'était Julien, j'ai bientôt une date d'audience. J'ai fixé le message sans émotion. Je voulais juste que tu le saches. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Une notification tardive n'avait plus aucun effet. Le lendemain matin, j'ai été invité à une réunion interne. C'était un projet complexe et à haut risque. J'ai fait une présentation concise et j'ai souligné les domaines nécessitant une attention particulière. La salle était silencieuse. Daniel Sterling a opiné du chef. Cet avis sera inclus dans le rapport final, a-t-il dit. La réunion s'est terminée. Un jeune collègue m'a souri. Vous avez expliqué les choses très clairement. Merci. C'était le premier moment où j'étais publiquement reconnu pour ma compétence, et non pour un rôle lié à quelqu'un d'autre. L'après-midi, Monsieur Davis a appelé. La date du procès a été fixée. C'est quand? La semaine prochaine. Dois-je y assister? Oui, mais ce sera très bref. Compris. J'ai raccroché et j'ai continué à travailler. Je n'ai pas permis à l'émotion d'interférer. J'avais appris cela. La nuit précédant le procès, je n'ai pas perdu le sommeil. J'ai organisé mes documents et préparé mes vêtements. Je ne souhaitais rien, je voulais juste que tout se déroule correctement. Le lendemain matin, je suis arrivé au tribunal avec mon avocat. Le couloir était long, l'éclairage blanc. Julien était assis sur un banc en face de nous. Il m'a regardé. Ses yeux semblaient fatigués. J'ai fait un signe de tête très poli en guise de reconnaissance. Le procès s'est déroulé plus vite que prévu. Les documents étaient clairs, les preuves suffisantes. Lorsque le juge a lu le verdict, j'ai entendu chaque mot très distinctement, non pas parce qu'il déterminait le sort de quelqu'un, mais parce qu'il confirmait que ce que j'avais traversé n'était pas mon imagination. Alors que nous quittions la salle d'audience, Julien a appelé mon nom. Evelyne. Je me suis arrêté. Je suis désolé. Je l'ai regardé. L'excuse était tardive, mais pas dénuée de sens. Elle n'avait simplement plus d'effet. Je l'accepte, ai-je dit. Mais je ne reviens pas en arrière. Il n'en a pas dit plus, se contentant de hocher la tête. Je suis sorti. Le temps était clair. J'ai pris une profonde inspiration. Il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de moment dramatique, juste une conclusion qui avait trouvé sa juste place. L'après-midi, je suis retourné au bureau et j'ai continué à travailler. Daniel Sterling m'a vu et m'a dit brièvement « Félicitations ». Merci. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit la dernière ligne pour la phase 2, procédure judiciaire terminée. Une nouvelle vie commence. Je l'ai souligné et j'ai fermé le carnet. Dehors, les lumières de la ville s'allumaient. Je n'étais plus sur le bord, j'étais entré à l'intérieur de mes propres pieds. Après le procès, je n'ai pas pris de repos. Je savais une chose très bien, quand la porte de la loi se ferme, la porte de la vie réelle s'ouvre, et c'est là qu'une personne est le plus susceptible de perdre son rythme. Je suis retourné au bureau comme d'habitude soulagé, mais pas relâché. Les chiffres sur l'écran étaient toujours froids et objectifs. Ils ne se souciaient pas de ce que j'avais traversé. J'aimais cela. Daniel Sterling m'a confié un nouveau dossier, plus difficile et complexe. En apparence, cela ressemblait à un très bon projet. Le rendement attendu était élevé, les partenaires étaient réputés et la presse en faisait l'éloge. Je l'ai lu ligne par ligne et j'ai vite trouvé de petites fissures, des fissures qui deviendraient des ruptures si elles n'étaient pas traitées. J'ai pris des notes et renvoyé mon avis. J'ai déjeuné avec mes collègues. Pour la première fois, j'ai participé à une conversation commune sans me sentir comme une étrangère. Ils m'ont interrogé sur ma façon de percevoir le risque. J'ai répondu avec modération. Personne n'a posé de questions sur mon mariage passé. Peut-être savait-il, mais choisissait de ne pas creuser davantage. Ce respect m'a donné le sentiment d'être à ma place. L'après-midi,
je suis allé à la banque avec mon avocat pour finaliser les derniers documents relatifs aux biens de mes parents. Lorsque l'employé de banque a apposé le dernier sceau, j'ai poussé un long soupir. Le lourd fardeau qui pesait sur moi était enfin levé. J'ai appelé mon père. Tout est fini. À l'autre bout du fil, la voix de mon père s'est adoucie. Bien. Maintenant, vis pour toi-même. J'ai raccroché et je me suis tenu devant la porte vitrée de la banque, regardant les gens aller et venir. D'innombrables vies se frôlant, pourtant personne ne savait quelle guerre elles menaient. Le soir, je suis rentré dans mon appartement nouvellement loué. Il n'était pas grand, mais il était lumineux et calme. Je l'ai nettoyé moi-même et j'ai organisé chaque petit recoin. Tout mettre à sa place me donnait l'impression de me réorganiser moi-même. J'ai accroché un petit tableau simple. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. J'étais dans la vieille cuisine de mon ancienne maison, mais il n'y avait personne. Pas de voix, pas de regard. Je me suis réveillé et j'ai réalisé que je ne craignais plus les souvenirs. Les souvenirs faisaient désormais partie de moi, ils n'étaient plus des chaînes. Au cours des jours suivants, je suis devenu plus occupé. Le travail me stimulait de manière positive. J'ai commencé à diriger de petites analyses et on me demandait mon avis lors des réunions. Je ne parlais pas beaucoup, mais quand je le faisais, j'étais précise. Daniel Sterling l'a remarqué. Un après-midi, il m'a appelé dans son bureau. Avez-vous pensé à aller plus loin? Plus loin. Prendre plus de responsabilités de direction, diriger une équipe? Je suis resté silencieuse quelques secondes. J'ai besoin de temps. Ne vous précipitez pas, a-t-il dit. Je voulais juste vous faire savoir que nous observons. Je suis sorti du bureau. Mon esprit était très calme. La reconnaissance arrivait au bon moment et ni trop tôt, ni trop tard. Maya est venue me voir le week-end. Nous avons cuisiné et bavardé. Elle m'a regardé et a souri. Evelyne, tu as changé. Comment ça? Tu es plus légère. Tu ne fais plus autant d'efforts désespérés. N'as-tu pas peur que tout s'effondre à nouveau un jour? Tout peut s'effondrer, ai-je dit. Mais cette fois, je sais que je peux me relever. Le soir, je suis allé me promener seul. Les lumières de la ville s'allumaient et le vent était frais. J'ai vu des restaurants animés, de petites familles, de jeunes couples. Je ne comparais pas, j'observais simplement. Chacun avait son propre rythme de vie, et j'étais en train de trouver le mien. Un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Evelyne, je serai à l'étranger pendant un certain temps. C'est Julien. Je voulais juste te dire au revoir. J'ai regardé l'écran et j'ai réfléchi longtemps. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai répondu, porte-toi bien. Juste cela. Rien de plus, rien de moins. J'ai posé le téléphone. J'ai senti qu'une autre porte s'était fermée. Le lendemain matin, je suis allé au travail tôt. J'ai ouvert un rapport et commencé une nouvelle journée. Rien ne me retenait en arrière. L'avenir n'était pas encore clair, mais il n'était plus intimidant. Ce soir-là, Daniel Sterling m'a envoyé un email, préparez la proposition pour le prochain trimestre. Je souhaite vous inscrire en tant que co-auteur. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Pas une assistante, pas un personnage de second plan, mais une co-auteure. J'ai souri. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et écrit une autre ligne, ne plus vivre pour endurer, mais commencer à vivre pour construire. Je l'ai souligné et j'ai fermé le carnet. Dehors, c'était très calme. Je me suis assise près de la fenêtre en buvant du thé et j'ai laissé ce calme imprégner chaque respiration. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que j'avancerais sur ces deux mêmes pieds qui avaient autrefois tremblé mais ne s'étaient pas effondrés. J'ai commencé le nouveau trimestre avec un état d'esprit complètement différent. Je n'étais plus quelqu'un en marge, plus quelqu'un qui devait prouver son existence. J'étais un membre de l'équipe et, plus important encore, une personne responsable. Daniel Sterling m'a confié l'analyse des risques d'un projet d'infrastructure à grande échelle dans le Midwest. L'ampleur même de ce projet aurait rendu n'importe qui nerveux. C'était vaste, à long terme, et cela impliquait de multiples parties prenantes. Je savais que c'était non seulement un défi professionnel mais aussi un test de mon courage. Mon équipe était petite, le plus jeune avait 26 ans,
le plus âgé 33 ans. Lors de notre première réunion, ils m'ont regardé avec un mélange de curiosité et d'évaluation. Je n'ai pas fait de longue introduction. J'ai dit une seule chose, nous travaillons avec des données et de la responsabilité, pas avec des émotions. L'atmosphère dans la salle a changé instantanément. J'ai délégué des tâches, écouté les avis et posé des questions. Je n'ai pas forcé, je les ai guidés pour qu'ils voient le problème sous plusieurs angles. Quand la réunion s'est terminée, j'ai su que j'avais choisi la bonne approche. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé plus que d'habitude. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. J'ai lu des rapports jusque tard dans la nuit, vérifiant chaque hypothèse et chaque chiffre. Parfois j'étais fatigué, mais c'était la fatigue agréable de quelqu'un qui construit, pas de quelqu'un qui endure. Un après-midi, alors que je révisais un rapport d'analyse, Daniel Sterling s'est arrêté. Vous habituez-vous à votre nouveau rôle? Il y a encore beaucoup à apprendre. Bonne réponse. Il a jeté un coup d'œil au brouillon sur mon écran. Quel est, selon vous, le plus grand risque? Il n'est pas financier, ai-je répondu. C'est la gestion. Si nous ne pouvons pas contrôler les intérêts entremêlés, tout va déraper. Daniel Sterling a opiné du chef. Je savais que la confiance se construisait petit à petit non pas par les mots, mais par le travail. Pendant ce temps, ma vie personnelle se stabilisait également peu à peu. Je me suis habitué à mon petit appartement et à mes soirées tranquilles. Je ne vérifiais plus mon téléphone chaque fois qu'un SMS inconnu arrivait. Je ne sursautais plus à la vue d'un dos familier dans la rue. Mon corps avait réappris à se détendre. Un soir de week-end, je suis allé chez mes parents. Un dîner simple, ragoût de poisson, légumes à la vapeur. Mon père m'a interrogé sur le travail, ma mère sur mes repas. Personne n'a mentionné Julien. Ce silence était un cadeau. Après le dîner, je me suis assise sur le porche en écoutant le chant des insectes. Mon père m'a versé du thé et a dit lentement, « Tu t'en sors bien. » J'ai regardé mon père. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Tout le monde n'a pas ce courage. Je n'ai pas répondu. Être courageuse ou non n'est parfois qu'un choix entre souffrir une fois ou souffrir pendant très longtemps. De retour en ville, j'ai reçu une invitation pour assister à un séminaire professionnel. Daniel Sterling a suggéré que j'en présente une petite partie. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Parler de risque et de gestion devant des gens était ce que j'avais l'habitude de faire discrètement. Maintenant, je le ferai publiquement. Le jour du séminaire, je portais une tenue simple et je suis monté sur scène avec un cœur régulier. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai parlé clairement. J'ai donné des exemples, analysé et conclu. Lorsque la présentation s'est terminée, la salle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis des applaudissements ont éclaté. Ce n'était pas bruyant, mais c'était suffisant. Ensuite, un homme d'un certain âge s'est approché et m'a serré la main. Une présentation très réaliste. J'aimerais collaborer si l'occasion se présente. J'ai hoché la tête. De nouvelles portes s'ouvraient pas dans la précipitation, mais avec certitude. Cette nuit-là, je suis rentré très tard. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai ouvert mon carnet. Je n'écrivais plus sur Julien. Désormais, les entrées concernaient l'orientation du travail, les choses que je voulais apprendre. J'ai réalisé que lorsqu'une personne ne regarde pas en arrière, elle avance naturellement plus vite. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Monsieur Davis. L'affaire est complètement classée. Merci. Voulez-vous avoir des nouvelles de l'autre partie? Non, ça ira. L'avocat est resté silencieux un moment. Vous êtes l'une des rares personnes que j'ai vues capables de s'éloigner d'une affaire sans garder de rancune. J'ai souri, car la rancune est trop lourde à porter. Après avoir raccroché, j'ai senti qu'un cercle s'était refermé non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'étais plus entraîné malgré moi. Au bureau, mon équipe a terminé le premier rapport. Je l'ai soumis à la direction. J'ai lu l'email. Mon esprit était très calme. Le soir, Maya a appelé. Evelyne, tu es tellement occupée ces jours-ci. Oui, mais tu sembles plus heureuse. Je le suis. J'ai réfléchi un instant. Pas encore. J'apprends à vivre pleinement par moi-même en ce moment. Maya a ri. C'est plus que suffisant.
J'ai posé le téléphone, éteint la lumière et je me suis allongé dans mon lit. Je n'avais pas besoin de combler le vide avec quelqu'un d'autre, je le comblais avec moi-même. Avant de m'endormir, j'ai rouvert mon carnet et écrit une courte ligne, commencer à me tenir au centre de ma propre vie. Je l'ai souligné et j'ai fermé le carnet. Dehors, la ville s'enfonçait dans la nuit. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi très profondément, sans rêver. J'ai su que j'avais parcouru un très long chemin lorsqu'un matin, je me suis réveillé sans vérifier mon téléphone par réflexe. La lumière du soleil pénétrait dans le petit appartement et le vent faisait doucement bruisser les rideaux. J'ai préparé du thé, écoutant le bruit de l'eau qui bout. Tout coulait selon un rythme lent et précis. Il n'y avait pas de mauvaises nouvelles à attendre, pas de peur tapis derrière chaque son. Ce sentiment m'était plus précieux que n'importe quelle victoire. Le travail entrait dans sa phase finale. Le projet du Midwest nécessitait une décision finale. J'ai continué à examiner les détails avec mon équipe. Les réunions sont devenues plus longues. Les feuilles de données s'accumulaient. Je ne me tenais plus derrière le dos de quelqu'un, je me tenais devant le tableau blanc en soulignant les facteurs de risque. Lorsqu'il y avait des opinions divergentes, j'écoutais et je répliquais avec des données. Je n'avais pas besoin d'élever la voix, je laissais les chiffres parler pour moi. Une fin d'après-midi, Daniel Sterling m'a demandé de rester après le travail. La salle de conférence était vide, l'éclairage tamisé. Il m'a regardé pendant un long moment. Êtes-vous prête pour la prochaine étape? Quelle étape? Prendre une plus grande responsabilité, diriger officiellement le projet. Je suis restée silencieuse, non pas parce que j'hésitais, mais parce que je savais que cette réponse changerait beaucoup de choses. Je suis prête, ai-je dit. Daniel Sterling a hoché la tête. Alors, à partir de la semaine prochaine, vous êtes la chef d'équipe. Je me suis levé et j'ai légèrement incliné la tête. Merci. Pas besoin de me remercier. Vous l'avez mérité vous-même. En quittant la salle de conférence, j'ai marché très lentement. L'image de moi-même il y a 8 ans m'est venue à l'esprit, la femme debout dans la cuisine recevant de l'argent pour les courses, cachant de la monnaie dans sa poche. Je ne blâmais plus ce passé. Sans ces années, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Pendant le week-end, je suis allé rendre visite à mes parents à la campagne. Cette fois, je n'ai pas apporté d'inquiétude, j'ai apporté la paix. Mon père réparait la clôture, ma mère avait planté quelques pots de fleurs supplémentaires. J'ai aidé ma mère à arroser les plantes et j'ai écouté des histoires sur les voisins, de petites histoires qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou la célébrité. J'ai soudain réalisé que le bonheur, c'est parfois simplement d'être pleinement présente là où l'on appartient. Le soir, mon père a demandé, « Est-ce que tu penses à t'acheter une maison ?» J'y pense. Ne te presse pas, tant que tu as un endroit où revenir. J'ai hoché la tête. J'ai commencé mon nouveau trimestre avec un état d'esprit très différent. Je n'étais plus quelqu'un à la marge, plus quelqu'un qui devait prouver son existence. J'étais un membre de l'équipe et, plus important encore, une personne investie de responsabilité. Daniel Sterling m'a confié l'analyse des risques pour un projet d'infrastructure de grande envergure dans le Midwest. L'ampleur même de ce projet rendrait n'importe qui nerveux. C'était vaste, à long terme, et cela impliquait de multiples parties prenantes. Je savais que c'était non seulement un défi professionnel mais aussi un test de mon courage. Mon équipe était restreinte, le plus jeune avait 26 ans, le plus âgé 33 ans. Lors de notre première réunion, ils m'ont regardé avec un mélange de curiosité et d'évaluation. Je n'ai pas fait de longue introduction. Je n'ai dit qu'une chose, nous travaillons avec des données et de la responsabilité, pas avec des émotions. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. J'ai délégué des tâches, écouté les opinions et posé des questions. Je n'ai pas forcé, je les ai guidés pour voir le problème sous plusieurs angles. Quand la réunion s'est terminée, je savais que j'avais choisi la bonne approche. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé plus que d'habitude. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Je lisais des rapports tard dans la nuit, vérifiant chaque hypothèse et chaque chiffre. Parfois, j'étais fatigué, mais c'était la fatigue agréable de quelqu'un qui construit, et non de quelqu'un qui subit. Un après-midi, alors que je révisais un rapport d'analyse, Daniel Sterling s'est arrêté. Est-ce que vous vous habituez à ce nouveau rôle? Il y a encore beaucoup à apprendre. Bonne réponse. Il a jeté un coup d'œil au brouillon sur mon écran.
Quel est selon vous le plus grand risque? Ce n'est pas financier, ai-je répondu. Daniel Sterling a hoché la tête. Exact. Continuez dans cette direction. Je savais que la confiance se construisait petit à petit, non pas par des mots, mais par le travail. Pendant ce temps, ma vie personnelle se stabilisait également peu à peu. Je me suis habitué à mon petit appartement et à mes soirées calmes. Je ne vérifiais plus mon téléphone chaque fois qu'un message inconnu arrivait. Je ne sursautais plus à la vue d'un dos familier dans la rue. Mon corps avait réappris à se détendre. Un soir de week-end, je suis allé chez mes parents. Un dîner simple, ragoût de poisson, légumes à la vapeur. Mon père a posé des questions sur le travail, ma mère sur mes repas. Personne n'a mentionné Julien. Ce silence était un cadeau. Après le dîner, je me suis assise sur le porche en écoutant le bruit des insectes. Mon père m'a versé du thé et a dit lentement, « Tu t'en sors bien. » J'ai regardé mon père. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Tout le monde n'a pas ce courage. Je n'ai pas répondu. Être courageux ou non n'est parfois qu'un choix entre souffrir une fois ou souffrir pendant très longtemps. De retour en ville, j'ai reçu une invitation pour assister à un séminaire professionnel. Daniel Sterling a suggéré que je présente une petite partie. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Parler de risque et de gestion devant les gens était ce que je faisais autrefois discrètement, maintenant, je le ferai publiquement. Le jour du séminaire, j'ai porté une tenue simple et je suis monté sur scène avec un rythme cardiaque régulier. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai parlé clairement. J'ai donné des exemples, analysé et conclu. Lorsque la présentation s'est terminée, la salle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis les applaudissements ont éclaté. Ce n'était pas fort, mais c'était suffisant. Ensuite, un homme d'un certain âge s'est approché et m'a serré la main. Une présentation très réaliste. J'aimerais collaborer s'il y a une opportunité. J'ai hoché la tête. De nouvelles portes s'ouvraient pas à la hâte, mais sûrement. Cette nuit-là, je suis rentré très tard. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai ouvert mon carnet. Je n'écrivais plus sur Julien. Maintenant, les notes concernaient l'orientation du travail et les choses que je voulais apprendre. J'ai réalisé que lorsqu'une personne ne regarde pas en arrière, elle avance naturellement plus vite. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Monsieur Davis. L'affaire est complètement classée. Merci. Souhaitez-vous entendre parler de l'autre partie? Non, c'est bon. L'avocat resta silencieux un instant. Vous êtes l'une des rares personnes que j'ai vues capables de tourner la page d'une affaire sans garder de rancune. J'ai souri, car la rancune est trop lourde à porter. Après avoir raccroché, j'ai senti qu'un cercle s'était refermé. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'étais plus entraîné malgré moi. Au bureau, mon équipe a terminé le premier rapport. Je l'ai soumis à la direction. Daniel Sterling a répondu le jour même, « Bon rapport. Procédez comme proposé. » J. ai lu l'email. Mon esprit était très calme. Dans la soirée, Maya a appelé. « Evelyne, tu es si occupée ces jours-ci. » Oui. Mais tu sembles plus heureuse. Je le suis. J'ai réfléchi un instant. Pas encore. J'apprends à vivre pleinement par moi-même en ce moment. Maya a ri. C'est plus que suffisant. J'ai posé le téléphone, éteint la lumière et je me suis allongé dans mon lit. Je n'avais pas besoin de combler le vide avec quelqu'un d'autre, je le comblais avec moi-même. Avant de m'endormir, j'ai rouvert mon carnet et j'ai écrit une courte ligne, commencer à me tenir au centre de ma propre vie. Je l'ai souligné et j'ai fermé le carnet. Dehors, la ville sombrait dans la nuit. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi très profondément, sans rêver. Je me suis réveillé un matin sans plus vérifier mon téléphone par réflexe et j'ai réalisé que j'avais parcouru beaucoup de chemin. La lumière du soleil pénétrait dans le petit appartement et le vent agitait doucement les rideaux. J'ai préparé du thé, écoutant le bruit de l'eau qui bout. Tout coulait selon un rythme lent et précis. Il n'y avait pas de mauvaises nouvelles à attendre, pas de peur tapis derrière chaque son. Ce sentiment m'était plus précieux que n'importe quelle victoire. Le travail entrait dans sa phase finale. Le projet du Midwest nécessitait une décision finale. J'ai continué à examiner les détails avec mon équipe. Les réunions sont devenues plus longues.
Les feuilles de données s'accumulaient. Je ne me tenais plus derrière le dos de quelqu'un, je me tenais devant le tableau blanc en soulignant les facteurs de risque. Lorsqu'il y avait des opinions divergentes, j'écoutais et je répliquais avec des données. Je n'avais pas besoin d'élever la voix, je laissais les chiffres parler pour moi. Une fin d'après-midi, Daniel Sterling m'a demandé de rester après le travail. La salle de conférence était vide, l'éclairage tamisé. Il m'a regardé pendant un long moment. « Êtes-vous prête pour la prochaine étape ?»« Quelle étape ?»« Prendre une plus grande responsabilité, diriger officiellement le projet. » Je suis restée silencieuse, non pas parce que j'hésitais, mais parce que je savais que cette réponse changerait beaucoup de choses. « Je suis prête, » ai-je dit. Daniel Sterling a hoché la tête. « Alors, à partir de la semaine prochaine, vous êtes la chef d'équipe. » Je me suis levée et j'ai légèrement incliné la tête. « Merci. Pas besoin de me remercier. Vous l'avez mérité vous-même. » En quittant la salle de conférence, j'ai marché très lentement. L'image de moi-même il y a 8 ans m'est venue à l'esprit, la femme debout dans la cuisine recevant de l'argent pour les courses, cachant de la monnaie dans sa poche. Il ne blâmait plus ce passé. Sans ces années, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Pendant le week-end, je suis allé rendre visite à mes parents à la campagne. Cette fois, je n'ai pas apporté d'inquiétude, j'ai apporté la paix. Mon père réparait la clôture, ma mère avait planté quelques pots de fleurs supplémentaires. J'ai aidé ma mère à arroser les plantes et j'ai écouté des histoires sur les voisins, de petites histoires qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou la célébrité. J'ai soudain réalisé que le bonheur, c'est parfois simplement d'être pleinement présente là où l'on appartient. Le soir, mon père a demandé, « Est-ce que tu penses à t'acheter une maison ?» J'y pense. Ne te presse pas. Tant que tu as un endroit où revenir. J'ai hoché la tête. La ville semblait différente à mon retour, pas plus intimidante, mais plutôt comme un endroit où je pouvais construire des choses. Mon endroit, mon travail, ma vie. Ma promotion a été annoncée discrètement. Je n'ai pas eu de grande célébration, juste un nouveau bureau et une équipe plus importante. La première chose que j'ai faite a été d'organiser une réunion individuelle avec chaque membre de l'équipe. J'ai écouté leurs idées et leurs difficultés. Je voulais qu'ils sachent que c'était notre équipe, pas mon équipe. Le projet a été un succès. Nous avons identifié les risques tôt et proposé un plan de gestion solide. Notre rapport final a été adopté sans aucun changement. Le jour du lancement officiel du projet, Daniel Sterling a envoyé une bouteille de champagne à mon bureau avec une note simple, « À de nouveaux départs ». Ce soir-là, mon équipe a fait un petit dîner. Nous avons ri et discuté. Je les regardais et je ressentais une joie tranquille. C'était le résultat d'une construction, pas d'une destruction. Cette nuit-là, je suis resté longtemps à la fenêtre de mon appartement. Les lumières de la ville s'étendaient comme une galaxie. J'ai ouvert mon carnet. Les pages étaient presque pleines. J'ai écrit la dernière phrase sur la dernière page, « Je suis ici ». Je ne l'ai pas souligné. Ce n'était pas nécessaire. J'ai fermé le carnet. Il avait rempli sa fonction. Je n'avais plus besoin de noter chaque étape pour prouver que j'étais vivante, je vivais, tout simplement. Le passé était une cicatrice, mais c'était aussi une carte qui m'avait mené jusqu'ici. J'ai rangé le carnet dans un tiroir. Dehors, la ville était calme, et j'étais en paix, une paix profonde et solide que j'avais bâtie de mes propres mains.